un verre. Voilà, sur le thème en fait, de la gestion des licences. Je vais laisser Raphaël démarrer, présentant le sujet. Merci. Alors, ça se déroule, je t'aimerais bien message, hein, voilà, une petite présentation, des échanges, poser des questions. Si on peut poser des questions pendant que tu parles, c'est très bien. N'hésitez pas, j'ai préparé un support mais, qui fait 50 pages, mais c'était surtout pour avoir différents types de sujets autour de la gestion des licences. Après, si vous voulez orienter le débat sur un sujet ou un autre, n'hésitez pas. Hein. Je vais faire l'introduction parce qu'il y a un certain nombre de concepts qui sont fondamentaux pour bien comprendre le sujet. Et puis ensuite, c'est un peu... chacun fait son marché, dites-moi ce qui vous intéresse ou les questions que vous vous posez et puis on naviguera en fonction. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Raphaël Koch, je suis consultant au sein du cabinet Amétis. J'ai un peu plus de 15 ans d'expérience maintenant. J'ai fait toute ma carrière dans l'informatique, j'ai commencé développeur, programmeur, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. J'ai fait de la gestion de projet, direction de projet, j'ai fait du commerce, j'ai fait du business management en sécurité et du conseil depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Conseil en transformation IT, organisation. Voilà, donc j'ai vu un certain nombre de problématiques. J'ai fait à une époque beaucoup de sécurité, beaucoup de conformité. Pendant mes études, j'ai fait un peu de juridique aussi. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené un peu naturellement vers la gestion des licences. Car comme on va le voir, c'est un domaine qui est un peu particulier parce qu'il nécessite des compétences et techniques, et juridiques, et financières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des organisations qui sont un peu désemparées, où les achats n'ont pas forcément l'habitude de discuter beaucoup avec la production, où les acheteurs ne se posent pas des questions techniques forcément quand ils font des achats. À quelques exceptions près, on a un acheteur qui peut avoir un background un peu technique dans l'entreprise, mais un acheteur pur jus, il ne va pas aller creuser dans un contrat logiciel pour comprendre le fonctionnement d'une version de produit, d'un métrique, etc. Ce qui est pourtant fondamental dans la gestion des licences. Alors, je commence par du très très basique, et puis on va essayer de complexifier au fur et à mesure. Et puis vous me crierez stop quand vraiment ça devient trop indigeste. Donc, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ce qu'on appelle la gestion des licences, c'est Software Asset Management en anglais. C'est la gestion des droits d'usage des logiciels dans les entreprises. Donc le droit d'usage, il est consenti par son propriétaire légitime, qui est un éditeur, via un contrat à un utilisateur, un client. Donc il concède un droit d'usage d'un logiciel. Évidemment, ce droit d'usage, il est défini, il est délimité en termes de durée potentiellement, en termes d'environnement, en termes de localisation géographique, en termes de version de produit, etc., etc., etc. On peut le délimiter comme on veut en fait. Derrière ça, il y a différents domaines juridiques. On a évidemment tout ce qui est propriété intellectuelle, on a évidemment le droit des contrats, etc. Il y a quelques autres domaines annexes, mais les principaux c'est ça. Donc la licence, c'est le droit d'usage d'un logiciel. Cette licence, elle est matérialisée par le document qui stipule que le propriétaire donne droit d'usage à l'utilisateur. D'accord ? Que ce soit le contrat ou ce qu'on appelle généralement la preuve de licence. Quand vous achetez un PC à la FNAC, par exemple, vous avez derrière ou sous le PC ou à côté un petit carré Microsoft qui brille avec des hologrammes et tout ça, avec une clé de licence, ça c'est la preuve de licence. D'accord ? Alors, suivant la nature de l'éditeur, la nature du produit, la preuve de licence, elle se matérialise de différentes manières. Quand on est une entreprise et qu'on achète 10 000 licences Windows, par exemple, bah, évidemment, on ne va pas avoir 10 000 petits cartons avec un numéro. On va avoir, on fait ce qu'on appelle des achats en volume. Ça veut dire que c'est le contrat à ce moment-là qui va faire preuve de licence et on va gérer ça au travers d'un site Microsoft qui va mettre à disposition les logiciels et qui va compter le nombre qu'on en récupère et qu'on en consomme. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire gérer ses licences? La licence, c'est un actif de l'entreprise. Donc le logiciel est un actif, mais ce qui a de la valeur, c'est la licence, c'est pas le logiciel lui-même. D'accord? Ce qu'on paye, c'est la licence. Donc c'est un actif de l'entreprise. Comme tous les actifs de l'entreprise, il doit être géré. C'est-à-dire qu'il a un cycle de vie. C'est-à-dire qu'à un moment, il rentre dans l'entreprise, qu'à un autre moment, idéalement, il sort, ou il disparaît, et qu'entre les deux, ben, il peut avoir différents états et évoluer de différentes manières. Ce qu'on connaît de la gestion des actifs jusqu'à maintenant, ce qui est hérité de l'industrie principalement, c'est la gestion des actifs matériels. D'accord? Ça se faisait beaucoup dans l'industrie. On a hérité ça en informatique, ce qui fait qu'on fait de la gestion d'actifs matériels depuis très longtemps, et aujourd'hui c'est un sujet qu'on maîtrise bien. On parle de gestion de parc, des aspects un peu comptables de la chose avec les immobilisations, les amortissements, etc. Tout ça est assez bien maîtrisé par les entreprises. Donc il y avait un héritage, donc on a une culture dans l'informatique de la gestion des actifs matériels, et en plus c'est matériel, c'est physique. D'accord? Quand je déploie un PC, je peux le toucher, je peux mettre une étiquette dessus, je peux le scanner, etc. Quand je déploie un logiciel, c'est plus compliqué parce que c'est un actif immatériel. D'accord? Vous me direz, nous tous qui sommes de bons gestionnaires, pourquoi on n'arriverait pas à gérer aussi bien des actifs immatériels que des actifs matériels? Mais en fait, dans les faits, on se rend compte que c'est quand même plus difficile de gérer des licences que de gérer des PC. Voilà. Parce que intellectuellement, le fait de ne pas toucher, c'est plus compliqué pour certains. Alors, qu'est-ce que la gestion des licences? Il y a plusieurs objectifs, évidemment. Le premier, c'est de maîtriser ses besoins et ses usages de licence. D'accord? De quoi j'ai besoin, combien je vais en acheter. On a des contrats qui vont durer un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. On a des licences qui sont dites perpétuelles, donc des licences qui n'expirent jamais, et on a, à contrario, des licences à durée de vie limitée. D'accord? Donc ça déjà, il faut le prendre en compte. Deuxième objectif, maîtriser ses achats et ses contrats. D'accord? Maîtriser ses achats, c'est lié à maîtriser ses besoins. Maîtriser ses contrats, c'est savoir ce qu'on achète et dans quelles conditions. C'est-à-dire quelles sont les conditions d'usage du logiciel que le propriétaire va me consentir. D'accord? C'est important parce que le propriétaire, sans forcément vouloir être vicieux dans l'établissement du contrat, va en tout cas essayer de se protéger un maximum. D'accord? Donc il va naturellement mettre beaucoup de conditions restrictives à l'usage du logiciel. Et on se rend compte, dans un certain nombre de contrats aujourd'hui, que ces restrictions peuvent être gênantes pour l'utilisation de logiciels dans l'entreprise et pour le fonctionnement de l'entreprise. D'accord? On n'en est pas encore à parler de conformité. Mais déjà, rien qu'en termes d'usage, c'est-à-dire qu'on achète un produit et on se rend compte qu'on ne peut pas l'utiliser comme on a envie de l'utiliser. Pour ces deux aspects, donc évidemment on veut maîtriser, ensuite on veut optimiser. D'accord? On verra plus tard que, comme on le fait pour la gestion des actifs matériels, il y a toujours une volonté de rationalisation, de baisse des coûts. D'accord? C'est une tendance qui est là déjà depuis quelques années, qui se renforce tous les ans. Tous les ans, on entend dire ah cette année c'est moins 10% de budget, cette année c'est moins 15%, l'année prochaine ce sera encore pire. Donc tous les DSI nous disent moi ce que je veux, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui permet de réduire les coûts. Donc l'optimisation de la gestion des licences, dans la gestion des licences, c'est aussi un sujet important. Alors, comment on fait pour gérer les licences? Il y a 3 sujets qui sont importants à considérer. Il y a évidemment un processus pour organiser comment on le fait pour le matériel, comment on le fait pour la gestion des incidents, comment on le fait pour plein d'autres sujets en entreprise. Il faut organiser les acteurs et le fonctionnement. D'accord? Donc un processus qu'on va outiller idéalement parce qu'on va se retrouver, suivant la taille de l'organisation, à gérer un volume de données très conséquent. Donc tout faire à la mano sous Excel, ça atteint vite ses limites. Et enfin, le dernier pilier de la gestion des licences, qui est certainement le plus important, c'est la culture.
Je disais tout à l'heure, on a hérité une culture de l'industrie de la gestion de l'actif matériel. On sait qu'il a une valeur, on sait qu'il appartient à l'entreprise, on sait qu'on doit le gérer. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant pour les licences, parce qu'il y avait ce côté matériel. On considérait que, beaucoup de gens considéraient qu'on consommait tant qu'on voulait, c'était pas grave, on achetait, l'usage était illimité et on achetait ce qu'on voulait. Donc ça allait bien tant que les budgets étaient extensibles et on ne regardait pas trop. Plus on regarde les budgets, plus on se rend compte que les licences ça coûte cher. Et ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui le budget licence a dépassé le budget matériel. Il y a 10 ans, le budget matériel était plus important que le budget licence. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le budget licence, en moyenne, c'est le deuxième budget de la DSI après les charges de personnel. Donc c'est des budgets qui peuvent atteindre 40% du budget de la DSI. Après, ça dépend de l'organisation, ça dépend du secteur d'activité où on est, ça dépend du métier, etc. Tous les métiers ne sont pas forcément aussi gourmands en licence que d'autres. Donc la culture, c'est un sujet important parce que c'est pas dans l'esprit de l'entreprise et de ses employés. On n'arrivera jamais à tout contrôler. D'accord ? On va voir que le sujet est complexe. On a dit qu'on va être amené à gérer un volume de données très important. On va se retrouver confronté à beaucoup d'éditeurs, beaucoup de contrats, beaucoup de produits logiciels, beaucoup plus que de matériel. Et on va se rendre compte que de vouloir tout maîtriser, finalement, ça risque de coûter très cher. En tout cas, trop cher par rapport au risque de conformité ou au potentiel d'optimisation. Donc, créer cette culture, c'est exactement ce qu'on fait dans le cas des projets, c'est conduire le changement, c'est sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur la valeur de la licence et son bon usage. C'est grâce à ce pilier-là qu'on aura le plus de retour sur investissement dans un projet de gestion des licences. N'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors pourquoi c'est un sujet aujourd'hui et pourquoi ça ne l'était pas il y a 4-5 ans ? Parce que le marché de l'édition logicielle, c'est d'une part concentré. Il y a des gros acteurs, plus gros qu'avant, qui ont eu tendance à racheter pas mal de petites structures ou de moyennes structures. Donc il y a une concentration des acteurs, donc il y a moins d'acteurs sur le marché. Ça veut dire que ces acteurs, ils ont aussi souvent une position de monopole, ou de quasi-monopole. Ça c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que la concentration du marché et la restriction des budgets des clients a fait que il y a de moins en moins de consommation de licences. Donc ça veut dire que les revenus des éditeurs de logiciels ont tendance à baisser. D'accord ? Ce sont des gens qui sont habitués à une croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années. Ils n'aiment pas trop que la croissance diminue. D'accord ? Donc pour compenser ça, il faut trouver d'autres axes de croissance. À l'origine, ils vendent du logiciel. Sur le logiciel, ils vendent de la maintenance. D'accord, du support. Ils ont commencé il y a déjà quelques années à vendre du service. Ils vendent de la formation, ils vendent du conseil, ils vendent de l'intégration, ils vendent etc. plein de choses. Mais ça ne suffisait pas. Ils se sont dit où est-ce qu'on va trouver ce manque à gagner qu'on a aujourd'hui sur la vente pure. Ils se sont dit on a plein de clients avec plein de contrats. Certains clients qui ont des contrats depuis 15 ans et qui les ont jamais vraiment regardés ou qui n'ont jamais vraiment compris ce qu'il y avait dedans, qui depuis 15 ans consomment de la licence à tout va, on va aller voir ces clients-là et puis on va regarder s'il n'y a pas moyen de leur faire payer ce qu'ils devraient nous payer en fait. Donc de régulariser leur usage de licence. Donc ils ont commencé il y a 3-4 ans, donc d'abord aux États-Unis, ensuite Canada, Angleterre, et puis petit à petit ça déferle en Europe. En France, ça fait 3 ans à peu près qu'on entend des histoires d'audit, audit éditeur chez des clients avec des régularisations plus ou moins importantes. Enfin, je dis on entend, moi j'entends parce que j'y suis. Finalement, on n'en entend pas tellement parler que ça parce que les clients sont assez pudiques là-dessus. Évidemment, ils n'ont pas envie qu'on parle dans la presse, qu'on dise dans la presse qu'ils ont fraudé
ne serait-ce qu'un éditeur, et que ça leur a coûté 5 millions, 10 millions, 15 millions. D'accord? Surtout pour la finance. Dans les banques, une banque qui a en cours d'année des pertes non prévues, c'est pas bon. D'accord? Donc voilà pourquoi aujourd'hui la gestion des licences est un sujet qui, pas qui explose encore, mais en tout cas qui préoccupe beaucoup d'organisations, parce qu'il y a une pression des éditeurs. D'accord? C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'en creusant un peu le sujet, on se rend compte qu'il y a un potentiel d'optimisation et donc d'économie très important. Voilà. C'est deux leviers qui font que c'est un sujet intéressant pour les DSI. Alors, on va situer un peu l'écosystème de la gestion des licences. Évidemment, comme tous les sujets informatiques, il y a un peu d'effet de mode, un peu de vocabulaire, un peu de référentiel, un peu de bonnes pratiques, etc. Donc on va essayer de décrypter un peu tout ça. Je l'ai dit, la gestion des licences, c'est de la gestion d'actifs. D'accord? Donc, logiquement, ça rentre dans la gestion des actifs, dans la gestion des services informatiques. Si on part sur un référentiel ITIL ISO 20000. C'est considéré, en tout cas d'un point de vue ITIL, c'est considéré comme un sous-domaine de la gestion des actifs. D'accord? En termes de référentiel de bonne pratique et de guide sur le marché aujourd'hui, principalement il y en a deux. Il y a ITIL-SAM qui est un guide complémentaire au référentiel ITIL. D'accord? Il y a les 5 livres d'ITIL et à côté il y a un certain nombre de guides complémentaires qui traitent de différents sujets. Il y en a un sur la gestion des licences logicielles. On va en parler un petit peu, je vais vous montrer 2-3 choses. On verra que ce guide il a une vue intéressante mais à un niveau un peu bas par rapport à la complexité du sujet. ITIL-SAM approche le sujet vraiment par le cycle de vie de l'actif. Donc ce qui l'intéresse, c'est l'entrée de l'actif, l'utilisation de l'actif et son retirement du système d'information. Voilà. Avec les problématiques de par où ça rentre dans l'entreprise et comment j'articule, mais c'est vraiment à grosse maille, comment j'articule mes achats avec ma production. Mais c'est une bonne lecture. En tout cas, si vous voulez démarrer sur le sujet, c'est un bon guide d'introduction. Ensuite, on a une norme ISO qui s'appelle la 19770, qui date de quelques années maintenant, parce qu'elle a commencé en 2006. Cette norme ISO, elle est en plusieurs chapitres. Il y a pas mal de normes comme ça sur plusieurs chapitres. Donc la 19770-1, c'est gestion des actifs logiciels. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. J'ai collaboré l'année dernière, j'ai travaillé avec l'AFNOR sur un guide d'application de la norme en français. Un guide d'application qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le tiret 2 de la norme, il est intéressant. C'est tout ce qu'on appelle le software tagging. Donc c'est la signature logicielle. D'accord ? C'est quelque chose que l'ISO aimerait bien mettre en œuvre, mais que les éditeurs traînent un peu les pieds pour aller vers le software tagging. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure aussi. Le software tagging, c'est embarquer dans chaque logiciel une signature normée. D'accord ? Pour que ce logiciel, on soit capable de le reconnaître une fois qu'il est déployé sur le parc. De le reconnaître sans ambiguïté et sans difficulté. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Le logiciel ou l'occurrence du logiciel? L'occurrence du logiciel, effectivement. Ensuite, on a une page par-ci, une page et demie par-là dans ISCM, CMMI. Voilà, il y a différents référentiels qui parlent un petit peu de gestion des licences. Mais alors c'est très très light et vous en tirez sûrement pas grand-chose. Donc les deux lectures sur le sujet, c'est ISO 19770, ITIL-SAM. Il y a de la matière. Ensuite, en termes de lecture complémentaire, on trouve un certain nombre de livres blancs sur Internet, mais qui sont des livres blancs souvent éditeurs. Donc il y a des choses intéressantes chez Microsoft, il y a des choses intéressantes. Ça explique beaucoup le fonctionnement des modes de licensing des produits Microsoft, etc. Donc
c'est sûr que c'est intéressant. Après, ça dit pas comment on gère les licences de manière globale. Et en termes de littérature, de livres, il y a quasiment rien. Il y a un bouquin sur les licences Microsoft qui a été sorti par Calipia, qui édite une newsletter aussi sur le sujet, mais qui est très orienté métrique. Ce que j'appelle le métrique, pardon, c'est la façon dont on va compter les licences sur un logiciel donné. D'accord ? Et sinon, il n'y a pas d'ouvrage sur le sujet. Je disais tout à l'heure aussi, c'est un sujet compliqué parce que il faut des compétences en finance, en juridique et en technique. D'accord ? Il faut des compétences en finance parce que dans les contrats, évidemment, il y a un aspect financier qui est important, qui s'exprime de différentes manières. Évidemment, le logiciel, la licence, elle a un coût unitaire. Le contrat lui-même a un coût, la maintenance a un coût, les services ont un coût. Et il y a souvent maintenant ce qu'on appelle du crédit logiciel dans les contrats. C'est-à-dire que c'est des logiciels qu'on n'a pas encore acquis, mais qu'on a prépayés et qu'on peut consommer tout au long du contrat. D'accord ? Sauf que la valeur unitaire, j'ai envie de dire la monnaie de cette enveloppe de crédit, en fait, c'est pas la même que la monnaie que vous utilisez pour acheter les licences au début du contrat. D'accord ? Il y a des mécaniques financières qui font que ce crédit logiciel, quand vous le consommez, c'est très difficile d'établir le coût du logiciel que vous consommez dans ce crédit. D'accord ? Parce que vous n'êtes pas sur une valeur, vous n'êtes pas sur un prix négocié au début du contrat, vous êtes sur une espèce de prix remisé en fonction des volumes, en fonction de l'avancement du contrat, du type de produit que vous prenez, etc. Voilà, c'est des calculs assez compliqués. Du coup, quand vous savez combien vous coûte l'enveloppe au départ, par contre, vous ne savez pas pour combien de logiciels vous avez à la fin. Évidemment, c'est fait exprès. Des aspects juridiques parce que les contrats sont rédigés par des juristes et qu'il faut bien comprendre le contrat pour savoir quelles sont nos obligations en tant que client et quelles sont aussi potentiellement les obligations de l'éditeur. Et des compétences techniques, parce que les logiciels c'est technique et que la consommation de licence d'un logiciel va souvent dépendre déjà de la version du logiciel lui-même, mais surtout de l'environnement dans lequel on va l'installer. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre ce que c'est qu'un serveur, ce que c'est qu'un poste de travail, ce que c'est qu'un cluster, ce que c'est qu'une VM, ce que c'est qu'un processeur, ce que c'est qu'un core, etc. D'accord ? Et là, je parle que du monde distribué. Quand on parle mainframe, c'est encore pire. On se rend bien compte aujourd'hui dans les entreprises qu'il n'y a quasiment personne qui a cette triple compétence. D'accord ? Soit j'ai des juristes, soit j'ai des acheteurs, soit j'ai des informaticiens. J'ai quasiment personne qui est capable de couvrir tout ça d'un seul coup. Donc ça veut dire qu'idéalement, je vais réunir tous ces gens-là autour de la table, à chaque fois que je vais signer un contrat, pour que tout le monde donne son point de vue et qu'on comprenne tous ensemble ce qu'implique ce contrat. D'accord ? Ça, c'est la théorie. En pratique, et culturellement dans les entreprises françaises en tout cas, l'acheteur, il achète, surtout il négocie. Le technique, il exprime un besoin et puis récupère le produit au final. Et le juriste, on lui demande son avis idéalement à chaque fois qu'il y a un contrat et plus souvent quand il y a un contentieux. Les juristes ne sont même pas toujours impliqués dans la phase de négociation d'un nouveau contrat ou d'un renouvellement de contrat. C'est-à-dire que l'acheteur, souvent, il croit que, j'espère qu'il n'y a pas d'acheteur dans la salle, il croit qu'il comprend tout en fait, et que d'avoir la technique de l'acheteur, ça suffit. Et certainement pour acheter des serveurs, 2 configs de serveurs fois X centaines, ça suffit. Mais pour acheter des licences, c'est insuffisant. Évidemment, il y a un certain nombre de risques liés à la gestion des licences. Parce qu'on a dit que c'était un sujet compliqué, on a dit que c'était un sujet qui n'était pas tellement connu aujourd'hui, pas tellement maîtrisé. Les risques, c'est tout ce qui est, à gauche j'ai marqué pénalité régularisation, c'est tout ce qui est la conformité. D'accord ? Donc l'éditeur vient, fait un audit, vous dit, vous consommez 1000, vous m'avez acheté 600, vous me devez 400.
Voilà. C'est de la régule, je paye, une demande de payer ce que j'aurais dû payer. D'accord? Il y a des clients qui considèrent que... je suis allé voir un DSI une fois, il m'a dit non mais... moi je l'ai fait, enfin j'ai répondu à l'audit en toute bonne foi, j'aurais dû payer 400, je ne l'ai pas fait, ok je paye 400 et puis tout va bien, quoi. Voilà, tant pis pour moi. Ça ne les gêne pas plus que ça. Évidemment il y a d'autres clients qui le prennent un peu plus mal. Au-delà de la régule, il peut y avoir la pénalité. La pénalité, ça veut dire que vous avez fraudé le contrat, ça veut dire que vous avez une amende. Le problème de l'amende, c'est que c'est de la perte sèche, parce que ce n'est pas de la régule de ce que vous auriez dû payer, c'est en plus. D'accord? Donc là, ça devient plus gênant, c'est de l'argent que vous perdez et avec rien en échange. Ensuite, on a évidemment les sanctions légales. Vous avez enfreint le copyright, la loi sur le copyright, d'accord? Donc il y a des peines idéalement des peines de prison, je dis idéalement, peut-être pas le bon mot, il y a des peines de prison, il y a des amendes, d'accord? Ça dépend si vous êtes une personne morale ou une personne physique. Si vous êtes une personne morale dans toute une entreprise, évidemment c'est le dirigeant, le représentant légal de l'entreprise qui encourt ces peines, d'accord? En France, c'est très peu appliqué aujourd'hui, d'accord? Mais ça l'est quand même. On va parler d'une organisation qui s'appelle le BSA, Business Software Alliance, qui a commencé à mener des actions en justice et qui a fait condamner quelques entreprises déjà depuis 2011. D'accord? Il n'y a pas eu de peine de prison, par contre il y a eu des amendes. Et ces sanctions pénales, elles ont cours aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe. D'accord? En France, c'est pas trop la culture. Justement, je parlais du BSA. Le BSA, c'est une association qui regroupe des éditeurs. D'accord? Le rôle du BSA, c'est de représenter les éditeurs dans la défense de leurs droits. Un monsieur charmant, que j'ai croisé à différentes occasions. Je ne vais pas dire de mal, hein. En plus c'est filmé, donc je ne vais pas dire de mal. Voilà, donc on a vu le risque financier, on a vu le risque juridique. Il y a aussi une notion de gâchis, d'accord, dans l'usage des licences, c'est lié à l'optimisation. Et enfin, il y a un risque technique. Il y a un risque technique parce qu'il y a deux cas de figure dans le risque technique. Il y a le cas de figure où on appelle le support de l'éditeur et le support nous dit « Ah ben non, vous n'êtes plus sous contrat. Ou cette licence-là, vous ne l'avez pas payée. Du coup, je ne peux pas vous aider. » D'accord? On a un incident de production, on a une interruption de service et le support éditeur ne nous aide pas. Okay? Deuxième cas de figure, j'ai un logiciel qui est prévu pour s'arrêter au-delà d'un certain quota d'utilisation. D'accord? C'est arrivé dans une banque, par exemple, il y avait un logiciel qui était utilisé dans les agences pour scanner les pièces des dossiers clients, pour l'ouverture des comptes, des crédits, etc. Vous allez à la banque avec votre pile de documents, feuilles d'impôt, feuilles de salaire, etc., tout ce qu'ils vous demandent, et eux, ils avaient un logiciel pour scanner tout ça et le rentrer dans leur système pour la création du compte client. D'accord? Ce logiciel-là, il était réglé pour s'arrêter à, je ne sais plus, 30 000 ou 50 000 scans par an. D'accord? Il se trouve que la banque a fait différentes opérations marketing et commerciales en début d'année. Du coup, elle a rentré beaucoup de clients. Au bout de 6 mois, le logiciel s'est arrêté. D'accord? Aucun message d'erreur, juste ça ne marchait plus. Pas un petit message, pas un petit écran bleu, pas un petit panneau qui dit vous avez dépassé votre quota, contactez l'éditeur, etc. Rien du tout. Dans des armoires, inifugées, etc. Dans un service achat ou un service juridique qui a bougé, qui a déménagé à peu près 5 fois depuis 10 ans, dont les gens, les employés dans ces services ont aussi bougé. Ils ont changé d'entreprise, ils sont entrés, ils sont sortis, ils ont changé de service, ils sont partis à la retraite, etc.
Donc le gars qui avait signé le contrat il y a 10 ans ou il y a 15 ans, bah, évidemment il n'est plus là. Évidemment le contrat depuis 15 ans, on ne sait plus bien où on l'a mis. Si on ne l'a pas bien conservé, bah, l'encre elle a un peu passé. On a perdu des pages. On n'avait pas à l'époque stocké la bonne version. Je retrouve des versions de contrat qui ne sont pas des versions signées, par exemple. C'est-à-dire que le contrat, on l'avait signé, on l'avait renvoyé à l'éditeur, et puis un jour il l'avait renvoyé signé, puis on n'avait pas stocké la bonne version au bon endroit. On avait stocké une autre version. Évidemment, un contrat pas signé, ben, il n'est pas valable. Voilà. Donc c'est une vraie aventure d'aller chercher tous ces contrats. Donc, sur du Microsoft, il y a un contrat tous les 3 ans, c'est un logiciel qu'on utilise beaucoup, c'est des choses qu'on trouve assez facilement. D'accord ? Quand on part sur des logiciels un peu plus exotiques, quand on part notamment sur des logiciels métiers, d'accord, des choses où il y a un petit éditeur au fin fond de la France qui a pondu une solution géniale pour gérer, je ne sais pas, le risque de crédit par exemple, il y a 10 ans, qu'il a vendu à toutes les banques de la place de Paris, qui avait fait un petit contrat papier à l'époque et qui n'a pas été renouvelé depuis parce que l'éditeur ne s'est jamais manifesté. Ce contrat-là, il faut remettre la main dessus. J'ai vu des contrats, certains contrats qui duraient 15 ans. C'est assez rare. Généralement, le contrat, c'est 3 ans, 5 ans max. La majorité des contrats, c'est 3 ans. Mais j'ai vu un contrat d'un éditeur métier dans la banque, par exemple. C'était un contrat de 15 ans. Voilà. Donc, il était signé il y a 15 ans. Évidemment, au fil de l'eau, il y a eu un certain nombre d'avenants. Il y en a eu 24, je crois. 24 avenants. Donc, c'est-à-dire qu'il faut retrouver le contrat, il faut retrouver l'ensemble des avenants. Voilà, pour reconstituer tout l'historique et savoir, bah, ok, c'est quoi mes droits aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai acquis au final? Qu'est-ce que je peux utiliser? Évidemment, la solution, en dernier recours, c'est d'appeler l'éditeur en lui disant, mais au fait, vous n'avez pas une copie, vous, du contrat? Donc là, il va vous dire, bah, bien sûr, monsieur le client, bah, je vais venir, et puis je vais amener mon responsable de l'audit avec moi. Et puis on va regarder ça ensemble. Donc évidemment, ce dernier recours, les entreprises ne sont pas très chaudes pour y faire appel. Donc retrouver les contrats, il y a toute la partie gestion documentaire qui va avec, il faut remettre les avenants dans l'ordre, retrouver, il y a plein d'avenants en cours de route, de cession entre entités juridiques parce que l'entreprise a changé, qu'elle a demandé à l'éditeur de refaire des avenants en disant bah, telle filiale elle va plus s'appeler comme ça, elle va s'appeler comme ça, etc. Et ça change 3-4 fois de nom au fil du temps. Donc il faut retrouver ensuite les gens dans l'entreprise qui se rappellent du nom de la filiale il y a 10 ans. Voilà. Donc il y a tout cet exercice-là qui est assez marrant. Enfin, c'est marrant les 2 premières semaines. Après, un peu fastidieux. Il faut lire les contrats, il faut les comprendre avec différents points de vue, avec les 3 domaines de compétences que j'ai cités précédemment. Il faut, idéalement, c'est le bon moment pour le faire, essayer de déterminer le risque par contrat, et donc par éditeur. C'est à la lecture du contrat, et en fonction de la connaissance qu'on a du parc, on peut déterminer le niveau de risque par rapport à cet éditeur. Donc on peut établir une matrice de risque, on peut mettre un certain nombre d'indicateurs qu'on va noter par éditeur, par contrat, etc. Encore une fois, on prend les indicateurs qu'on veut. Ce qu'on voit souvent, c'est évidemment la durée du contrat, le contexte ou la réputation de l'éditeur ou les relations qu'on a avec lui. C'est évidemment le nombre d'instances déployées du logiciel. Ça peut être le coût unitaire du logiciel. Si j'ai 10 000 instances mais qui vaut 2 €, mon risque ne va pas être très élevé. Si j'ai 5 000 instances mais qu'il en vaut 4 000 €, là tout de suite le risque financier il gonfle. Est-ce que c'est un logiciel qui potentiellement peut s'arrêter tout seul? C'est l'histoire du blocage du logiciel de scanner dont je parlais tout à l'heure. Voilà, tout ça sont des critères qui permettent d'évaluer le risque. Qu'est-ce qui se passe quand l'éditeur disparaît? Alors, ça c'est un risque. On doit le traiter dans les risques, on doit le traiter dans les contrats. Il y a des clauses qui permettent normalement dans les contrats de se protéger contre ça. Encore faut-il penser à les mettre.
il faut se prévenir contre le rachat d'un éditeur par un autre, d'accord? Parce que celui qui va racheter, s'il n'y a rien de marqué dans les contrats, bah, il va s'empresser de changer les modes de licensing. D'accord? Donc vous, ça vous oblige à tout recompter, éventuellement à réacquérir. Évidemment, il ne va pas le faire pour que vous ayez moins besoin de licence, il va le faire pour que vous ayez plus besoin de licence. Donc il faut se prévenir contre ça dans le contrat. Il faut demander à l'éditeur de déposer ses codes sources chez un notaire. Voilà, c'est comme ça qu'on se prévient d'une faillite. On demande à l'éditeur de déposer ses codes sources. Évidemment, il en est propriétaire, tant qu'il existe, chez un notaire. Et le jour où il disparaît, bah, vous, client, vous avez le droit d'accéder au code source. D'accord ? C'est pas génial comme solution, parce que ça veut dire que c'est lui qui faisait tout. Maintenant, c'est à vous de reprendre les sources et de faire le truc, et de monter en compétence, et d'assurer votre propre support, etc. Mais bon, c'est un moindre mal. C'est mieux que de se retrouver sans rien du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on paye. Le fait qu'il dépose le code source chez le notaire, c'est quelque chose qu'on paye en plus ou... Non, normalement non. C'est pas une obligation légale pour l'éditeur, mais c'est une précaution que le client doit prendre et que l'éditeur, en théorie, ne peut pas refuser. Bon, généralement, ça on le fait de toute façon pour des petits éditeurs, on ne le fait pas pour des gros. On voit mal Microsoft disparaître demain. Par contre, on est engagé sur les versions. Par exemple, quelqu'un qui souhaiterait garder une version ancienne. Bah, c'est à nous de le stipuler dans le contrat. On peut dire, bah, vous devez déposer toutes vos versions chez un notaire en code source sur les 10 dernières années ou sur les 5 dernières versions. À nous de prévoir dans le contrat la clause qui va bien en fonction de notre besoin. On peut récupérer les sources d'XP. La société n'est pas en faillite et je crois que c'est pas encore passé dans le domaine public. Donc, Et ça va plus être maintenu. C'est plus maintenu. C'est payé pour les distributeurs automatiques. Vous êtes obligé de payer des millions maintenant pour vous maintenir un distributeur automatique. Ouais, pour les GAB. La politique Microsoft, et c'est un peu la politique chez tous les éditeurs, c'est de dire, quand je crée un produit, je lui donne une roadmap. Donc je lui donne une durée de vie d'un certain nombre d'années, avec un certain nombre d'évolutions, etc. Et au bout d'un moment, je vais annoncer à mes clients, généralement c'est 3 ans avant la fin, j'annonce la fin de vie, donc la fin de vente et la fin de support du produit. Normalement, c'est 3 ans avant la fin de vente et 5 ans avant la fin de support. Donc, normalement, ça laisse le temps au client de voir venir. Dans les faits, on se rend compte que cette information, elle arrive rarement chez le client, le client ne s'en préoccupe pas, et c'est au moment où le contrat arrive à échéance que le client se dit « Ah mais au fait, j'ai des licences et je ne vais plus pouvoir les maintenir, comment je vais faire ?» Donc Microsoft dit « Ah bah, pas de problème, je vais étendre la période de support, par contre vous allez le payer plus cher. » Voilà, parce que moi, ça m'oblige à maintenir des compétences, et ça m'oblige à maintenir des équipes de support que normalement je devrais consacrer à autre chose. D'accord ? Donc si vous prenez une extension de support sur Windows XP, par exemple, vous allez payer plus cher. Cette extension de support, normalement, on peut la prendre pendant 3 ans. Et quand je dis plus cher, c'est vraiment plus cher. D'accord ? C'est pour ça que les clients râlent, parce que c'est vraiment plus cher. L'exemple que vous donniez est bon. C'est que dans les banques, les guichets automatiques de distribution d'argent fonctionnent avec des OS Microsoft, d'accord, qui sont des versions spécifiques aux guichets automatiques. Donc c'est des versions renforcées, un peu allégées de Windows XP. Le problème, c'est que si on veut changer l'OS, il faut changer le matériel qui va autour. Pas tout, mais toute la partie électronique, en tout cas, il faut la changer, il faut la faire vivre. Et les GAB, c'est des choses qui n'ont pas bougé depuis X années, et que les banques n'avaient absolument pas prévu. Les GAB en France, il y en a un sacré paquet de déployés. Voilà. Après, quand on est, je ne sais pas, la Société Générale ou la BNP ou AXA, qu'on a entre 100 et 200 000 postes déployés dans le monde, une migration XP vers 7 par exemple, c'est pas neutre. D'accord, en termes de coût.
et de planning, c'est quelque chose qui se prépare bien à l'avance. Encore une fois, c'est aussi parce qu'il n'y a pas la culture des licences dans l'entreprise qu'on n'a pas prêté attention à ces fins de vie, ces fins de support. D'accord ? On le fait pour des environnements métiers très importants. Dans la banque d'investissement, par exemple, évidemment, on le fait. Puis il y a souvent des applications propriétaires qui fait qu'on n'a pas de durée de vie. Donc dans des métiers où c'est très important, pour des environnements techniques ou des briques d'infrastructures qui sont dimensionnantes, si je prends la messagerie par exemple, si je prends un DNS, si je prends un AD, là on fait attention. Après pour de l'OS poste de travail, on ne regarde pas forcément. Donc je reviens sur mes contrats, je les ai récupérés, je les ai lus, je les ai analysés. Idéalement, je vais rédiger une synthèse du contrat pour pouvoir la diffuser dans mon organisation pour que tous les gens que ça intéresse ou tous ceux qui en ont besoin puissent accéder aux éléments clés du contrat dans un langage clair. D'accord ? Diffuser le contrat, ça ne sert à rien, personne ne va le comprendre. Ce contrat, il faut le traduire. Je vais en profiter pour faire ma matrice de risque, ce qui va me permettre aussi de prioriser mes actions en termes de gestion des licences. Ça va me permettre de déterminer quels éditeurs et quels produits je vais traiter en priorité. Cette matrice de risque, idéalement, je vais l'actualiser tous les ans et c'est ça qui va driver mon activité de gestion des licences tous les ans. Je veux dire, cette année, parce qu'évidemment, si j'ai 150 éditeurs présents dans mon organisation, je ne vais pas faire de l'inventaire des 150 tous les ans. D'accord ? À moins d'être super bien outillé et que tout se fasse automatiquement, c'est rarement le cas. Sinon, je vais prioriser. Je vais dire, cette année, je vais faire ces 10-là, puis l'année prochaine, j'en ferai 10 autres, etc. Et on fonctionne par roulement comme ça. Si on priorise au doigt levé, on ne gère pas le risque. Voilà. Par contre, si on gère les contrats, si on lit les contrats, et si on gère une matrice de risque, on a quand même plus de chances de ne pas se planter, de traiter les bons éditeurs avant que l'audit arrive. En tout cas, c'est où il y a le plus de risques. Dernière chose qui est très utile, c'est de faire un planning des contrats. Donc de lister tous les contrats avec tous les éditeurs, de les mettre sur un beau planning et de mettre des couleurs pour dire vert mon contrat est en cours, jaune je déclenche mon préavis et rouge mon contrat a expiré. D'accord ? Ça me permet d'anticiper mes fins de contrat. Parce qu'un renouvellement d'un contrat IBM par exemple, c'est pas en 3 mois de préavis qu'on va le préparer. Ça se prépare 1 an à l'avance. Il faut refaire l'inventaire, il faut recollecter l'ensemble des besoins, il faut repréparer sa négo. Le contrat IBM est souvent le plus important en termes de volume financier dans les entreprises. On a vu des contrats IBM qui représentaient jusqu'à 30% du budget licence. C'est un contrat qu'il faut anticiper, et notamment anticiper et se poser la question: est-ce que j'ai des produits en fin de vie, en fin de support? Est-ce que je prévois des migrations ou pas? Voilà, donc ce planning des contrats, c'est aussi un outil utile. Voilà, c'était un petit exemple d'une des activités de la gestion des licences. Je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre d'activités. Donc voilà, j'en ai listé quasiment toutes. Donc ce que j'appelle les activités ou les sous-processus ou les procédures, c'est les petites briques que vous aviez dans le cycle de vie du processus. J'en ai listé un certain nombre, juste pour distinguer et dire qu'il y en a qui sont utiles à la conformité, il y en a qui sont utiles à l'optimisation. D'accord ? On est obligé de faire de la conformité avant de faire de l'optimisation. Il faut d'abord maîtriser son parc avant de commencer à envisager de l'améliorer. Ça paraît évident, mais j'ai des clients qui sont très pressés de faire de l'optimisation parce que je leur ai promis évidemment des économies importantes, mais qui n'ont pas forcément bien compris qu'avant ça, il y avait un gros travail de fond qui était notamment d'être capable de faire un inventaire. Si on rapproche ça du ROI, la conformité, c'est l'élément sur lequel on va avoir le moins de ROI parce que c'est là que l'investissement est le plus lourd. D'accord ?
Par contre, on est obligé de le faire. Il ne faut pas s'arrêter en route, parce que l'étape suivante, c'est l'optimisation, et c'est là qu'on va se refaire. C'est là qu'on va gagner de l'argent, et c'est là qu'on va, au final, améliorer le ROI de notre projet de gestion des licences. Et si on passait tout de suite en mode SaaS? Voilà. Alors, si on passe... on a des utilisateurs. On a plus rien à faire, on est tranquille. Alors, si on passe tout en SaaS, effectivement, ça dépend du contrat de SaaS. Mais dans 90% des cas, comme c'est de la location et du service clé en main, la propriété, le coût de la licence, c'est inclus dans le package. D'accord? Donc on ne s'en préoccupe pas. Évidemment, on ne peut pas tout passer en SaaS maintenant. Donc, ce qu'on passe en SaaS, bah, c'est bien parce que ça nous dégage un peu de périmètre et puis ça nous fait un peu moins de gestion à faire. Faut se méfier sur le coût. D'accord? Ok, on passe en SaaS. Il faut quand même essayer de comprendre les différents éléments de coût du service pour être sûr que voilà, on ne va pas le payer 2 fois plus cher. Première chose. Deuxième chose, ça ne dédouane pas l'utilisateur de comprendre le mode de licensing. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous passez une application en SaaS. Demain, vous allez vouloir la faire évoluer. Vous allez vouloir en passer d'autres. Vous avez quand même besoin de comprendre quel est le mode de licensing du produit. D'accord? Parce qu'évidemment, ça va impacter déjà vos capacités d'utilisation et surtout le coût du service. Oui, parce que le coût est complètement reconduit Évidemment. Dans le contrat du sourcing. Donc si vous lancez un projet, il y a des projets qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Vous lancez un projet d'1 an, 2 ans, vous avez une idée, enfin le métier exprime un besoin, vous lancez le projet, vous définissez une architecture, faites des choix technologiques, vous montrez votre architecture, etc. Puis vous vous dites, bah, c'est bon, à terme je la passe en SaaS. Donc je dirais à mon infogéreur, mon hébergeur de prendre l'architecture et de la rentrer chez lui. Sauf que vous n'êtes pas posé la question du coût des licences. D'accord? Justement parce que vous passiez en SaaS. Au moment où vous demandez à votre fournisseur de service de prendre le service en main, il vous dit, ah bah là c'est dommage, vous avez, à la limite il ne vous le dit pas, mais moi je vous le dis, là vous avez pris des versions entreprise au lieu de prendre des versions standard. C'est pas de chance parce que la version entreprise elle coûte 4 fois plus cher. Donc il va vous annoncer un devis, il va vous donner un devis qui va vous paraître un peu salé. Et ça peut être lié à ça. Parce que sa solution fonctionne avec les licences standards? Bah lui, il les achète les licences. Donc si vous lui avez dit, moi ma solution c'est de l'entreprise, enterprise, et du coup tu me montes, bah, est-ce que le serveur entreprise, il va vous monter, est-ce que le serveur entreprise. D'accord. Comme c'est dans du SaaS, bah, vous allez payer le service et pas la licence, sauf que lui, il va la payer, la licence. Et sans connaissance dans le projet des modes de licensing et du coût des licences, bah, vous pouvez arriver à ce type de résultat. Alors que si vous aviez maîtrisé vos licences avant, vous auriez su que pour votre besoin fonctionnel, la version standard, finalement, elle allait très bien et elle coûtait 4 fois moins cher. Voilà. Donc c'est sûr que ça soulage une partie de la gestion, notamment en termes de conformité, parce que vous n'êtes plus directement l'utilisateur de la licence. En fait, c'est le fournisseur de service qui l'est. Mais ça, enfin voilà, faut pas tout laisser tomber non plus. Après, il faut se méfier. Il y a aussi des contrats d'infogérance ou de SaaS où vous restez propriétaire des licences. D'accord? Ça, c'est lié à l'historique. Parce qu'au moment où vous passez en SaaS, si vous avez déjà acquis les licences, votre fournisseur, il peut vous dire, bah, ok, je monte le service, par contre, vous gardez la propriété. Et même si on prend un contrat neuf de départ, on peut avoir ce type de proposition. Il peut y avoir le cas, ouais. Et maintenant, j'ai une autre question. C'est l'open source. On Alors, paye quoi dans l'open source? Parce qu'il y a beaucoup de solutions SaaS à base d'open source. Ouais. Alors, open source, ça ne veut pas dire gratuit. D'accord? Open source, ça veut dire que vous avez accès au code. Et que vous pouvez le modifier sous condition de republier, de remettre à disposition du grand public vos modifications. D'accord? C'est tout ce que ça veut dire.
Donc, il peut y avoir des licences open source payantes. Il y a un certain nombre de licences open source, GNU, GPL, etc., qu'il faut lire en détail. Et il y a notamment certaines licences open source qui sont devenues des marques commerciales, qui sont exploitées par des sociétés. Je pense à Red Hat, par exemple. Red Hat fait des audits et applique des régularisations. Alors qu'à la base, c'est un open source. Donc, il faut se méfier. Open source, ça ne veut pas dire gratuit. À une époque, j'avais fait le tour de toutes les licences open source. Évidemment, je ne m'en rappelle plus, parce que c'est le genre de truc, 6 mois après, on a oublié. Mais c'était assez complexe. J'ai passé du temps à aller chercher tous les documents, les bonnes versions, à lire dans le détail, encore avec un vocabulaire qui n'était pas naturel. Donc ça avait été un gros boulot. Ubuntu, c'est payant. Pour le grand public, c'est gratuit. Je sais pas. Si pour les... Je crois pas, non. Je crois pas. Après, ça dépend de l'usage qu'on... il y a des logiciels open source, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Voilà. Si c'est de l'usage interne, ça peut être gratuit. Si c'est de l'usage commercial, c'est-à-dire si on fait de l'argent sur l'usage du logiciel, là, on peut être amené à payer une licence. Voilà. Après, c'est vraiment... faut vraiment regarder au cas par cas. Ouais. Je suis pas très... En tout cas, je suis plus très au point là-dessus. On parlait du ROI, donc je vous ai mis une petite courbe type de ROI de la gestion des licences. Évidemment, c'est un ROI qui est intéressant. D'accord ? Dans la balance, on a, évidemment, il y a un investissement en termes de projet, de processus, d'outillage et d'acteurs, et de charges de run. Mais quand on voit les montants qu'il y a en face en termes de conformité, donc de régularisation, d'amende, éventuellement de sanctions pénales, bien qu'on généralement ne les compte pas dans le ROI, et surtout d'optimisation, la balance est très nettement positive. Sur les projets que j'ai menés jusqu'à maintenant, généralement on est passé en positif la première année. D'accord ? J'ai un exemple, par exemple, dans une banque, on a lancé un projet, on a dépensé tout compris 800 000 € sur 2 ans pour mettre en place le processus, la conduite du changement, l'outillage, etc. À la fin de la première année, rien qu'en non-conformité évitée, on avait déjà dépassé ces 800 000 €. Ça va vite, hein. Il suffit de se rendre compte d'une non-conformité Oracle, par exemple, avant que l'éditeur s'en rende compte. Et là, tout de suite, vous économisez 2, 4, 6 millions. Ça peut aller très très vite. Hein. Dans les grosses organisations, quand Oracle ou IBM viennent faire un audit, les premiers chiffres qu'ils annoncent, ça peut aller jusqu'à 20-30 millions de régul. D'accord ? Évidemment, c'est avant négo. Mais en tout cas, c'est les premiers. Le rapport d'audit, il dit ça. Il dit, monsieur client, vous me devez 30 millions. Évidemment, ça ne fait pas plaisir. Mais le commercial est là et dit, non, mais vous inquiétez pas, on va s'arranger. Sauf qu'au final, on le paye quand même, mais on le paye de différentes manières. C'est-à-dire que généralement, le montant de la régule est ramené à un montant plus raisonnable. Et en contrepartie, on s'engage dans le renouvellement du contrat à prendre plus de licences et plus de services. Je ne sais pas du tout où j'en suis en termes de temps. D'accord. Justement, on va arriver sur les parties intéressantes. Enfin, intéressantes. Des choses marrantes. Je vais passer Utilsam. Si vous voulez des infos, à la limite, contactez-moi après. Puis je vous en donnerai. Sur l'ISO 19770, c'est pareil. Juste un mot pour dire que ce que je vous disais au début, la tirée 2 qui est sur l'identification des logiciels installés, c'est quelque chose que la norme aimerait bien que les éditeurs mettent en place, mais eux traînent des pieds parce qu'ils ont un énorme travail de reprise de l'existant à faire. Il peut y avoir une certification sur ces normes-là ?
J'en ai pas vu encore, en théorie oui. Donc il y a une norme d'exigence Oui. et des normes dans cette de... La tirée 1 c'est les exigences, c'est les spécifications, la tirée 2 c'est le software tagging, la tirée 3 je crois que ça va être des, elle n'est pas encore sortie, ça va être des bonnes pratiques sur le processus. D'accord. La tirée 1 est intéressante parce qu'elle traite assez bien le sujet et en tout cas elle conseille une mise en œuvre par palier. Elle préconise des paliers, elle distingue des paliers. Moi ce que je lui reprocherais c'est qu'elle a une approche, le premier palier est très opérationnel. Elle dit qu'il faut commencer par l'inventaire. Moi je dis plutôt qu'il faut commencer par les contrats. Après bon, c'est une question de point de vue, hein. Il n'y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait une école meilleure que l'autre. Le software tagging, l'intérêt, enfin le problème surtout qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on fait de l'inventaire de logiciels déployés sur le parc, on a de la donnée qui remonte, qui est souvent en vrac, et sur laquelle il y a un gros travail de filtrage à faire et de nettoyage. D'accord ? Par exemple, sur un même logiciel, si je prends un OS serveur, un Windows, je sais pas, un Windows NT serveur, il peut me remonter de l'inventaire de plein de manières différentes. D'accord ? Je peux le détecter sous plein d'appellations différentes. Un coup, ça va être éditeur Microsoft. Un coup, ça va être éditeur Microsoft SA. Un coup, ça va être Microsoft France. Un coup, ça va être je ne sais pas quoi d'autre. Le nom du logiciel lui-même, un coup, ça va être NT4 Server. Un coup, ça va être NT. Un coup, ça va être en anglais. Un coup, ça va être en français. Un coup, ça va être... voilà. Donc, je vais me retrouver avec plein de fois le même logiciel, mais... pas identifié de la même manière. D'accord ? Donc si j'ai de la chance, j'ai quand même le nom complet. Surtout que NT4, c'est bien, sauf que derrière, j'ai plein de chiffres. D'accord ? Derrière, j'ai notamment les releases, ou les service packs, qui sont importants chez Microsoft. Mais c'est pareil chez les autres éditeurs, j'ai toujours des releases, et c'est important de connaître la release, parce que le mode de licensing n'est pas forcément le même. Si je prends SQL Server 2008, entre la 2008 et la 2008 R2, je n'ai pas forcément le même mode de licensing. Donc c'est important, quand j'inventorie, que je puisse reconnaître la bonne release. Et c'est dû à quoi ça ? C'est dû aux règles de nommage dans l'entreprise ou aux règles de nommage de l'éditeur au départ ? C'est que l'éditeur n'a pas de règle de nommage en fait. D'accord. C'est là qu'est le problème. Comment il fait pour, enfin en cas d'audit, comment il fait pour retrouver des produits installés alors ? Bon, il prend un peu tout ce qui passe en fait. Non, j'exagère. Il prend pas tout ce qui passe. Lui, il essaie de se doter d'outils qui lui permettent de faire de bons inventaires. Enfin, je dis il essaye. Hein. Voilà. En tout cas, ça crée des suspicions. Voilà. Il n'a pas forcément un inventaire fiable. Par contre, ça lui donne des idées de volume. Et le travail pour aller chercher dans ce volume ce qui est légitime ou pas à réclamer, personne n'a envie de le faire. Voilà. Donc, si on prend IBM par exemple, IBM a un outil qui sert à la conformité qui s'appelle ILMT. C'est un outil dont le travail est de faire de l'inventaire et de décompter les licences consommées en fonction d'une métrique. On s'est rendu compte qu'il y avait en fait plein d'erreurs de calcul dans cet outil et que et pas forcément, c'est marrant parce que ces erreurs de calcul elles ne sont pas forcément à l'avantage de l'éditeur, parfois elles étaient à l'avantage du client, mais ça montre bien que l'éditeur lui-même a du mal à s'y retrouver. Donc voilà, tout le monde prie pour qu'un jour il y ait un software tagging qui permette de faire des inventaires facilement. De gestion des licences. Donc vous me parlez de quoi? De Flexera, oui, Aspera, voilà. D'accord. Donc ce sont des outils de gestion de licences dans lesquels on a plusieurs modules. On va avoir un module d'inventaire, ce qu'ils appellent le discovery. On va avoir ce qu'ils appellent un catalogue, qui est en fait une base de signature. D'accord. Donc cette base de signature, son boulot, c'est de filtrer l'inventaire pour qu'au lieu de 10 lignes d'inventaire, on n'ait qu'une seule ligne
par logiciel. Voilà. Ça, ils savent le faire sur les logiciels qui sont dans le catalogue. Voilà. Donc ça, oui, c'est un vrai, il y a un vrai plus dans ces outils grâce à cette base de signature. C'est un gros boulot pour eux parce que cette base de signature, il faut la faire vivre en permanence. Voilà. Il y a très peu de solutions, enfin, moi j'en connais que 3 aujourd'hui sur le marché qui ont cette base de signature. Il y a Flexera, il y a Aspera qui est aujourd'hui intégré, qui est vendu par CA, et IBM. Ça veut dire que leur modèle de signature n'est pas exhaustif pour l'instant? Non. D'accord. Je crois que le plus abouti, c'est celui de Flexera. Ils ont la base de signature la plus complète. Ensuite, on doit avoir Aspera par ordre et IBM en dernier. Et évidemment, ils ont leurs points forts et leurs points faibles. IBM est très fort sur IBM, ce qui est normal. Ils traitent quand même les gros éditeurs, donc ça veut dire qu'en termes de couverture de risque, ça rend bien service et ça fait bien son boulot. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'est qu'un... J'appelle éventuellement à des juristes, mais qui n'étaient pas des vrais spécialistes du droit des contrats, en tout cas du contrat logiciel. Donc on retrouve parfois des clauses qui sont limites, voire franchement abusives, et que là on peut attaquer. Mais généralement, ce n'est pas ce type d'éditeur-là qui vous pose des problèmes. D'accord ? Sur des contrats des gros éditeurs, juridiquement, c'est très difficile à attaquer. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire quelque part qu'un contrat est pas lu ou mal lu au moment c'est plus ça. d'une signature? C'est plus ça. Parce que les questions n'ont pas été posées. Parce que la personne. Parce que la personne qui a. Un contrat avant de le signer à un juriste et voir, mettre un technicien et un juriste ensemble et pour comprendre les clauses léonines, les trucs pas clairs, les coups fourrés. Exactement. Excusez-moi du terme. Il faut. On préconise évidemment. Je l'ai dit, un contrat, c'est du juridique, du financier, du technique. D'accord ? Donc il faut les 3 compétences pour bien comprendre son contrat. D'accord ? Si les 3 compétences ne sont pas autour de la table, on va rater des choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on préconise évidemment d'établir des contrats types et d'essayer d'homogénéiser un maximum les contrats. Évidemment, on ne pourra pas le faire avec tous les éditeurs. D'accord ? C'est une sorte de checklist de clauses. C'est ça. Il y a une marge de discussion des éditeurs sur la nature de Voilà, oui, il y a une marge de discussion. Ça dépend lesquels. Plus l'éditeur est gros, moins la marge est importante, évidemment. Mais il y a quand même de la négo. Après, ça dépend qui vous êtes comme client aussi. Si vous achetez tous les ans 30 millions de licences, vous pouvez discuter. Et j'imagine qu'en cas de rupture de contrat, ça doit hurler. La rupture de contrat, c'est quelque chose qui n'arrive pas, en tout cas avec les gros éditeurs, parce que tout est déployé sur le parc. Donc si on rompt le contrat, ça veut dire qu'il faut tout désinstaller. Ça, c'est pas possible. Non, mais en fait, c'est toujours des avenants, un contrat qui remonte à 20 ans. C'est ça qu'on est en train de dire. Il faut à un moment donné. Qui vieillit, des vieilles applis de 30 ans, Oui. c'est pareil. À un moment donné, il faut reprendre la main. C'est pour ça qu'on fait de la gestion des licences. C'est pour dire à un moment donné, ok, là je suis peut-être pas clean, par contre à mon prochain renouvellement, moi je serai prêt. Je serai prêt, je connaîtrai mon usage. Ça nous ramène aux objectifs. C'est vrai, à une incertitude près, puisqu'on ne peut pas retrouver toutes les infos. Oui, c'est sûr que la reprise de l'existant, c'est parfois compliqué. Donc après, il faut accepter à un moment donné peut-être de payer, et puis de dire, ok, je remets à 0, puis je redémarre sur une basse scène.
mais bon, tous les éditeurs sont pas j'avais envie de dire sont pas des voleurs, mais c'est un peu péjoratif. C'est qu'ils n'ont pas tous une approche agressive ou de la sanction. Ils ne sont pas là forcément pour sanctionner. C'est-à-dire que si vous êtes de bonne foi, si vous dites ok, moi je veux qu'on avance ensemble, je veux qu'on fasse du win-win, je reprends la main sur mes licences, par contre il faut m'aider à remettre les choses à plat et puis à redémarrer propre, la majorité vont être assez ouverts à cette démarche. Et les entreprises, bon, avant que vous les contactiez, elles ont conscience de ces problèmes? Ah ben, généralement, si elles m'appellent, c'est qu'elles ont déjà payé une régule. Elles ont payé. La norme ISO, elle est pour l'utilisateur. Par contre, est-ce qu'il y a une norme qui s'appliquerait à l'éditeur pour des bonnes pratiques, justement, contractuelles? Bah, le chapitre 2 de la norme s'applique à l'éditeur. Le software tagging, c'est pour l'éditeur. Donc ce serait intéressant d'avoir quelque chose qui ressemble à une certification. Bah, je crois que c'est prévu sur la -2 pour les logiciels. Ils seront certifiés ISO 19770. Donc ça voudra dire qu'ils bah, sont tagués et qu'on sait les inventorier facilement. Après, cette norme, elle a beaucoup bougé dernièrement et je n'ai pas trop suivi les dernières évolutions. Donc, mais si vous allez sur le site de l'AFNOR France, vous aurez pas mal d'infos. Surtout qu'il y a un guide d'application de la norme qui a été rédigé en français. Ouais. En termes de responsabilité, dans une organisation, il y a l'acheteur, il y a les acheteurs, et le directeur informatique. Qui c'est qui est responsable sinon? Alors, bah, ça dépend de la fiche de fonction de chacun en fait, la fiche de poste. Parce que normalement, on a des directeurs et le dirigeant de l'entreprise, via la fiche de poste et via le contrat, leur délègue des responsabilités. Donc, il faut voir, en fonction des fiches de poste, à qui ça incombe. Le problème, c'est que souvent, c'est un flou, parce que c'est un sujet qu'on ne traitait pas. Donc, ça va être difficile de trouver une responsabilité, à moins de remonter aux dirigeants, et généralement, c'est ce qui se passe. On remonte aux dirigeants, on l'accuse lui, parce qu'il est le représentant légal de l'organisation, et qu'il n'a pas délégué cette responsabilité à un directeur ou à un autre. C'est délégué? Bah, ça dépend des fiches de poste. Puis ces délégations sont plus ou moins légales en fait. Je veux dire, quelquefois, il y a des patrons qui délèguent tout, qui essayent, mais après, quand ça vient au tribunal... un dirigeant ne peut pas se dédouaner de tout, ça c'est sûr. Par contre, un DSI, il est aujourd'hui dans les fiches de poste de DSI, les contrats de DSI, on retrouve un certain nombre de responsabilités. On a tout ce qui est confidentialité, tout ce qui est gestion de la donnée, tout ce qui est par rapport à la CNIL, tout ce qui est surveillance des moyens informatiques, voilà, tout ça c'est assez classique. Du risque financier lié à la gestion des licences, à ma connaissance. Non, je pense que c'est un vide. Ouais. Et donc la responsabilité pour moi elle est toujours au niveau du dirigeant. La deuxième question c'était le niveau comptabilité. Comment ça se passe? C'est de la charge? On peut immobiliser les logiciels? Je sais que j'ai entendu parler qu'il y avait des évolutions. En théorie oui, on peut immobiliser un logiciel. Ça se fait? J'ai des clients qui le font. J'ai des clients qui le font, c'est pas forcément simple. Parce que généralement, c'est surtout dans des grosses structures où j'ai en plus différentes entités juridiques. Et j'ai une entité qui acquiert, qui est généralement une centrale d'achat, qui signe le contrat,
qui réalloue les droits à une entité métier, qui elle-même délègue les droits à un exploitant. Voilà. Et au milieu de ça, j'ai quelqu'un qui mobilise ou pas, ou j'en ai plusieurs qui le font. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. C'est complexe. Ça rentre dans les coûts de fonctionnement. À part peut-être. Ça dépend de ce qu'on considère dedans. Il y a un coût d'acquisition. Ça dépend de la nature du contrat, ça dépend de la nature de la licence. Il peut y avoir un coût d'acquisition et un coût de maintien, de support. Il peut y avoir de l'immobilisation, il peut y avoir, ça peut être de la location simplement. Là, c'est du run. Voilà, ça dépend de la nature de l'achat. Il y a des contrats où il y a un coût d'acquisition. On dit bah, c'est 2 millions au départ, c'est le coût d'acquisition, et ensuite il y a un coût de run. Ouais, il y a pas de... Évidemment, il n'y a pas de bonne pratique là-dessus, encore. Et on constate qu'il y a un peu de tout. J'ai vu, voilà, j'ai des clients qui n'immobilisent pas les licences, d'autres qui le font sur différentes durées, qui prennent que évidemment que le coût d'acquisition, ou alors qui essayent de déterminer un coût d'acquisition dans un contrat de location. Ben voilà. Après, je ne suis pas du tout comptable, donc... Ouais, je dois contribuer pour savoir comment on comptable derrière gérer tout, parce qu'on parle de budget informatique, on parle de budget signes, encore, c'est une ligne, mais après au niveau comptabilité, il faut bien que ce soit imputé sur tel ou tel type de compte, et là j'ai l'impression que dans les grandes boîtes, ça va être un peu... Je sais pas, je vois pas où c'est. Bah, c'est un peu lié au contrat en fait. C'est ce que je disais par rapport au distributeur tout à l'heure. C'est que moi ce que je réclame, c'est des budgets ou des contrats ou de la compta ou de la facturation. Voilà, ce qui me permet en fait de retrouver mes montants par produit et par éditeur. Moi c'est ça qui m'intéresse pour la gestion des licences. Ce qu'on me donne comme information, bah, c'est ça, il y a un peu de tout. Donc, je retrouve souvent des licences un peu partout, suivant si c'est une acquisition d'une architecture, si c'est une location, si c'est outsourcé ou pas, si c'est... Enfin voilà. Ça a été fait, c'est un peu au moment de l'achat qu'on dit bah, ça va aller dans tel compte ou dans tel compte, et on ne tient pas forcément compte de la nature de ce qu'on achète. Je ne sais pas. La cachotterie où ils ne savent pas répondre. Oui, mais je suis pas assez, là je suis en bordure de mon domaine de compétences, je ne suis pas assez calé en compta pour vous répondre. Là, je voulais juste revenir sur le fait à l'occasion, par exemple, d'un changement de technologie, c'est bien possible de passer d'un éditeur à un autre, à un concurrent, parce que il me semble que là, j'ai entendu dire que ça se faisait rarement. C'est pas toujours facile parce qu'il faut tout désinstaller, mais c'est possible s'il y a une vraie volonté. Il ne faut pas que tout désinstaller en fait. Il faut s'assurer que le logiciel du concurrent va répondre de la même manière aux besoins, voire mieux. Il faut s'assurer de sa compatibilité avec l'ensemble de l'environnement technique. Parce que quand on monte une architecture, il y a un certain nombre de composants qui doivent interagir entre eux. Et remplacer un produit par un autre, techniquement, c'est pas aussi simple. Voilà, il faut s'assurer que le nouveau composant, il va interagir de la même manière avec les autres. Sur le terrain, c'est difficile de changer. Bah, une migration, ça s'envisage. Par contre, c'est des coûts, parce qu'il va falloir étudier la migration. Donc, il va falloir étudier tous les aspects, tous les impacts. Sachant qu'on n'est pas sûr d'y arriver à terme. Donc, il faut engager de l'argent pour étudier la faisabilité. Donc à moins d'être, qu'il y ait des enjeux financiers derrière importants, ou qu'il y ait une fin de vie ou une fin de support de produit, ou qu'il y ait une rupture technologique, c'est le cas avec la virtualisation par exemple, avec le cloud, sinon on envisage rarement des migrations. Souvent, c'est des logiciels qu'on a fait évoluer, auxquels on a rajouté des petits développements maison, de connecteurs, d'interfaces, etc.
Ça n'a pas toujours été bien documenté. Les gens qui l'ont fait, ils ne sont pas plus forcément là. Il y a encore beaucoup de culture orale dans les entreprises. Donc, tout ça fait que, avant de changer de technologie, ben, on se pose sérieusement la question. Avec le cloud, ça doit pas être triste. Ben, généralement, on attend la fin de vie et de redémarrer un nouveau projet. Et c'est sur un démarrage de nouveaux projets qu'on passe on externalise, on passe en cloud. Généralement, c'est ça qu'on fait. Enfin, il y a assez peu de cas où on dit « Ok, je refais l'ingénierie complète de ma solution pour la passer en mode virtuel. » Déjà, la virtualisation, c'est compliqué. Alors, J'ai une question. Est-ce Ouais. que les développeurs ont des droits sur ce qu'ils produisent quand ils sont embauchés par une entreprise? ça dépend. Alors, oui, on n'est pas tout à fait dans le même domaine, parce que là, on est dans le droit du travail. Donc, ça dépend de ce qu'il y a dans leur contrat. Normalement, dans le contrat de travail, c'est marqué que tout ce qu'ils produisent appartient à l'entreprise. Si c'est pas marqué, je ne crois pas que ce soit automatique. Mais il faudrait un juriste, parce que il y a des obligations de loyauté envers l'employeur, il y a un certain nombre de choses, mais je sais que dans les contrats, normalement, c'est marqué, que ce soit des contrats d'emploi ou même des contrats de sous-traitance, généralement, c'est stipulé que le copyright est à l'employeur ou au client. Moi, quand j'interviens chez un client, normalement, tout ce que je produis pour lui, ça lui appartient. Il nous reste un petit quart d'heure. Je vais vous montrer rapidement les modes de licensing. Donc, juste en montrer quelques-uns comme ça, histoire de s'amuser. Il y a différents modes de licensing en fonction des produits, on l'a dit tout à l'heure. Donc ce mode de licensing, il peut être par dispositif physique, c'est-à-dire qu'il peut être lié à l'architecture ou l'environnement sans point IBM ne sera pas la même. Ça veut dire que la consommation de licence pour ce logiciel installé ne sera pas la même. Donc ça peut dépendre de la ressource physique, donc de l'environnement physique, de tout ou partie de l'environnement physique. D'accord ? Il y a des métriques qui considèrent l'ensemble de la puissance du serveur, il y a des métriques qui considèrent l'ensemble des ressources consommées par le logiciel sur le serveur. L'ensemble des ressources serait full cap. Ah, c'est ça. C'est full capacité. Full capacity, c'est l'ensemble de la ressource physique du serveur sur lequel est installé le logiciel. Ça, c'est du IBM. Et le sub capacity, c'est la partie consommée par le logiciel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mode de licensing? On a du par utilisateur. Donc évidemment, c'est pas toujours un utilisateur, une licence. On peut avoir de l'utilisateur simultané, ce qu'on appelle les jetons. C'est-à-dire que j'ai acheté 20 licences et c'est premier arrivé, premier servi, j'ai 20 utilisateurs qui se connectent et le 21e, bah, il ne peut pas. D'accord ? Donc ça, c'est facile à gérer parce que quand j'ai plus de jetons, j'ai plus de jetons. Donc je ne peux jamais dépasser en fait. Je peux avoir de l'utilisateur nommé. C'est le cas pour les développeurs par exemple. Tous les outils de développement sont généralement à l'utilisateur nommé. Donc ça veut dire que c'est au nom du développeur et ça veut dire qu'il peut en installer autant qu'il veut. Je peux avoir utilisateur externe et métrique simple, je peux avoir le nombre de TP de l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise. Ça peut être une métrique. Ça c'est le cas pour les back-office par exemple. Généralement on prend sur les grosses organisations, on prend une métrique simple, on dit bah, ok moi j'ai 50 000 salariés, du coup je paye 50 000 licences et point. Après je peux avoir des mélanges. Je peux dire c'est par processeur et par utilisateur nommé. Je peux avoir des licences sur le serveur et je peux avoir des licences pour tous les postes de travail qui vont accéder au logiciel sur le serveur. Ce qu'on appelle les CAL chez Microsoft. Évidemment, j'ai plusieurs types de CAL. J'ai des CAL user, des CAL device, avant j'avais des CAL TS et maintenant j'ai des CAL RDS.
Cal user, c'est je paye une licence pour le serveur et je paye une licence par utilisateur qui va accéder au logiciel sur le serveur. D'accord? Les cal device c'est pareil, mais pour je considère le device qui va accéder, le terminal qui va accéder au logiciel sur le serveur. Il y a des cas où c'est un peu piégeux les cal device parce que il y a des entreprises qui ont des terminaux industriels ou des automates qui accèdent à des concentrateurs qui eux-mêmes accèdent à des bases de données sur des serveurs. D'accord? En théorie, enfin c'est l'interprétation de Microsoft, le client devrait payer une cale par automate. Parce que même s'il passe par un concentrateur, c'est chaque automate qui accède au final à la base de données pour l'alimenter. Le problème, c'est que quand vous êtes sur, je sais pas, on a parlé des guichets automatiques tout à l'heure, pas tout à fait le bon exemple, mais pas loin. On prend les tourniquets SNCF RATP. On prend les poinçonneurs de tickets dans les bus, par exemple. Voilà. Tout ça sont des automates qui remontent de l'information vers des bases de données. Par exemple, la SNCF collecte, chaque fois que vous passez votre passe Navigo sur un petit portique, là, il collecte des informations qui remontent en centrale pour différents usages, notamment des usages de publicité et de coût des espaces publicitaires dans les différentes stations. Il regarde par exemple, je dérive un peu de mon sujet, mais je trouve ça intéressant, il regarde les catégories de population et les volumes de personnes qui passent dans les stations en fonction des tranches horaires. Voilà, et ça leur permet de valoriser la vente de leurs espaces publicitaires. Donc typiquement, c'est un automate qui accède à une base de données. Donc, normalement, on devrait payer une cale. Les cales RDS, c'est nouveau, c'est pour les postes clients virtuels, virtualisés. Ça, c'est compliqué aussi. Après, je peux avoir des logiciels packagés. D'accord, je prends un Visual Studio avec MSDN, donc un outil, un environnement de développement Microsoft. Dedans, j'ai un SQL Server qui est gratuit s'il est utilisé dans le cadre du Visual Studio. D'accord, mais c'est un vrai SQL Server. C'est-à-dire quand je l'installe sur mon parc, je le reconnais pas, enfin je le reconnais comme un SQL Server, comme tous les autres. Sauf qu'il est inclus dans un package. Donc en théorie, je ne dois pas le payer. Et encore, ça c'est un cas simple. Il y a des cas de package beaucoup plus compliqués. Donc, normalement, les produits dans les packages, là on dit qu'il y a une licence maître et une licence esclave. On paye la licence maître. Encore faut-il reconnaître que ce sont des licences esclaves. Il ne faut pas confondre avec les options. Il y a des produits qui sont livrés avec des options. C'est le cas sur les moteurs Oracle, par exemple. Il y a un certain nombre d'options qui vont avec. Il y a des options gratuites et des options payantes. Et le mode de licensing de l'option n'est pas forcément le mode de licensing du moteur, de la base. Voilà. Ensuite, il y a le mainframe. Alors, le mainframe, c'est pas trop piégeux, parce que généralement, on paye à la consommation mensuelle. Sauf qu'il faut bien anticiper l'évolution de sa consommation. D'accord? Et généralement, on se met d'accord avec IBM, parce que c'est beaucoup de l'IBM sur les mainframes, quasiment même. On se met d'accord avec IBM, on s'engage sur des volumes à l'année. D'accord? Volume qu'il faut évidemment, enfin si on est en dessous, ben, tant pis, on paye quand même. Par contre, si on est au-dessus, on paye en plus. Il faut essayer de gérer, faire du capacity planning pour gérer ces volumes de consommation sur l'année. Et ce qu'on maîtrise mal, parce que malheureusement le mainframe, souvent les équipes mainframe dans les entreprises sont des équipes dédiées, avec des gens qui sont très jaloux de leurs connaissances, et qui ont beaucoup de mal à échanger avec les gens du distribué, c'est bien deux mondes bien séparés. Ce qu'on mesure mal, ou ce qu'on anticipe mal, c'est l'impact du déploiement d'architecture distribuée sur le mainframe. D'accord? Si je déploie du DB2 en distribué et que j'ai un lien avec un DB2 en mainframe, je vais faire monter
la consommation sur le mainframe. Faire monter les MIPS sur le mainframe alors que j'ai rien touché. Voilà. Sauf que j'ai plus d'interrogations, j'ai plus de requêtes, et du coup je fais monter les MIPS. Du coup je fais monter le coût de la licence sur le mainframe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de marrant? Bon, il y a des choses marrantes comme ça, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Et je vais terminer par ça. Dans une organisation moyenne, il y a généralement une centaine d'éditeurs de présents. D'accord ? Certains très présents, d'autres moins. On a entre 2 et 5 logiciels par éditeur, en moyenne. On a entre 2 et 3 éditions d'un même logiciel, en moyenne. On a éventuellement plusieurs versions, éventuellement plusieurs releases. D'accord ? Donc j'ai une espèce d'arborescence comme ça, qui fait que je vais multiplier mon nombre de releases par mon nombre de versions, par mon nombre d'éditions, par mon nombre de logiciels, par mon nombre d'éditeurs, et tout ça va me donner le nombre de cas que je vais avoir à gérer en termes de gestion des licences. D'accord ? Donc on est très vite à des milliers de cas. Donc heureusement, il y a un certain nombre qu'on va pouvoir mettre de côté, notamment tout ce qui est masterisation du poste de travail. Généralement, ça se gère assez facilement. Parce que le principe de master, c'est de dire j'ai un package de logiciels qui est prédéterminé et que j'installe sur tous mes postes. Donc ça, c'est facile à gérer. Sur du mainframe, c'est du déclaratif mensuel. Donc, à part l'anticipation, il n'y a pas trop de gestion. Après, ce qui est compliqué, c'est de distribuer, c'est sur les serveurs. Voilà. Après, on peut encore restreindre le champ en disant j'ai ma gestion des risques par éditeur d'un côté, j'ai des éditeurs sur lesquels je sais que j'ai peu de risques, et ensuite j'ai mon coût de produit. Un Visual Studio, c'est de mémoire, c'est 3800 € pièce. Un SQL Server, ça peut monter à 16 000 € pièce. Voilà, c'est ce genre de licence-là qu'on va gérer. Un McAfee antivirus, c'est à l'unité 4 €. Même si j'en ai beaucoup, au global, le risque financier ne va pas être énorme. Vous êtes en train de donner des arguments pour le mainframe. C'est-à-dire ? Il y a des arguments financiers qui vont vers le mainframe dans ce que vous dites. Le mainframe, ça coûte cher quand même. C'est-à-dire que là, il y a moins de risques sur le mainframe, sauf que la facture de licence du mainframe, au final, va être quand même très élevée. Il y a une petite astuce sur le mainframe qui permet de réduire aussi les coûts, c'est de faire ce qu'on appelle du sysplex. C'est-à-dire de coupler des mainframes ensemble pour répartir la charge. Mais je ne sais pas dire aujourd'hui si c'est plus intéressant de mettre de la licence sur le mainframe ou sur du distribué. Il faudrait faire une étude pour voir si effectivement, ça je ne sais pas vous dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être en rester là, j'avais plein d'autres choses marrantes à vous montrer, mais après ça devient compliqué, on est dans les schémas, les calculs de VCPU, etc. L'avenir, comment ça va évoluer? Il y a des tendances, de l'innovation dans le monde des licences? Aujourd'hui, je ne vois pas de tendance majeure qui se dégage. Voilà. Le SaaS, ça reste encore un peu marginal. Chez les éditeurs, en termes de mode de licensing, on voit bien qu'on a passé le pas de la virtualisation. Donc aujourd'hui, les modes de licensing sont adaptés aux environnements virtuels, ce qui n'était pas le cas en 2008-2009 encore. Donc on a passé ce cap-là. Par contre, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de tendance particulière qui se dégage, ni en termes de mode de licensing, ni en termes de contrat, ni en termes d'usage des licences. C'est pas significatif encore aujourd'hui. Des associations de gros utilisateurs comme le SIGREF qui imposeraient un mode de licensing particulier? Le problème, c'est que c'est un sujet qui est encore jeune. Si on fait le tour un peu des associations du marché, bon, l'AFNOR, oui, porte la norme. Le problème, c'est qu'ils le portent avec des gens
sont pas forcément les bonnes personnes pour faire avancer le sujet, notamment des gens qui font et de l'audit et du conseil, ce qui personnellement me pose un souci. Donc c'est-à-dire qu'ils font des audits pour le compte des éditeurs et en plus ils vont conseiller les clients sur l'usage de leur licence. Je ne compte pas sur eux pour faire avancer le débat. Si on regarde le SIGREF, il n'y a pas beaucoup de réflexion sur le sujet aujourd'hui. Si on regarde le CRIP, il y a un groupe de travail au CRIP qui s'appelle le CRE, qui est un groupe d'acheteurs, qui travaille sur la gestion des licences, mais qui est très orienté achat. Il y a du débat, il y a des réflexions, donc je pense qu'il va certainement se passer des choses. Évidemment, c'est un groupe utilisateur, donc moi j'y ai pas accès, donc j'ai pas tout le détail de ce qui s'y passe, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que bon, pareil, c'est encore de la découverte. On n'est pas assez mature sur le sujet pour. Il n'y a pas de vrai leader d'opinion aujourd'hui sur la gestion des licences. Si vous regardez en termes de conseils, par exemple, en France, il y a très peu de sociétés qui en font. On est peut-être 3 ou 4 à en faire, et on est 3 ou 4 à avoir assez peu de références finalement. Moi je dois être celui qui a le plus de références, j'en ai 4. Vous voyez, c'est pas du conseil utile ou du conseil sur d'autres sujets ou sur la sécurité, etc. Voilà, on a déjà un niveau de maturité, un nombre d'acteurs, un retour d'expérience qui est nettement plus important. Voilà, moi je m'enrichis beaucoup des forums et des experts anglais et américains. Ils ont beaucoup plus de recul là-dessus. Et il est clair que l'évolution vers la facturation et la demande des services en mode SaaS, ça va réduire ces complexités au niveau du client final. Si il reçoit une facture à la fin du mois du service consommé, il n'a plus besoin de faire la multiplication des versions multipliées par l'édition, multipliées par les... etc. pour arriver à gérer des milliers et des milliers de cas. Potentiellement, le SaaS peut faire disparaître la gestion des licences et la gestion des assets. Ça pourrait arriver. Après, à quelle échéance on en sera là, et est-ce qu'on y sera un jour, j'en jurerai pas. Est-ce qu'on sera full SaaS un jour, je ne suis pas sûr. Il y aura quand même des licences entre l'éditeur et le producteur du SaaS. Ouais, mais au final, c'est les éditeurs qui feront le SaaS directement. Et puis, vous avez... Et avec la virtualisation, il n'y a pas de... C'est quand même un gros sujet, là, la gestion de licence dans le cadre de la virtualisation. C'était un gros sujet il y a 2 ans, parce qu'il y a des régules, des grosses régules qui se sont faites là-dessus, parce que les clients ont virtualisé des licences qui n'étaient pas faites pour. En tout cas, ils n'ont pas réfléchi à l'impact sur le mode de licensing. Mais sur les nouvelles versions des logiciels, les modes de licensing sont prévus pour la virtualisation. Voilà. Par contre, il faut se méfier, si on virtualise d'anciennes versions de produits, il faut faire attention au mode de licensing. Voilà. Si c'est à la capacité physique totale du serveur et qu'on le passe d'un serveur physique à un cluster, ça peut faire mal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Moi, je m'intéresse au niveau de l'outil, en fait. Quels outils sont efficaces pour faire, d'une part, les inventaires qui sont relativement complexes, et d'autre part, tout ce qui est du SAM pur, de la gestion d'actifs. Il y a quoi actuellement comme outil qui marche bien? Vous utilisez Alors, quoi? en France, il y a les 3 que j'ai cités tout à l'heure. Donc Flexera, Aspera avec CA et IBM. Ça permet de faire de la gestion des licences. Et il y a des modules de discovery qui sont intégrés, donc d'inventaire et de filtrage d'inventaire avec la base de signature. Ça, c'est quand même un gros plus dans l'outil. Après, en termes d'inventaire, il y a plein de solutions sur le marché. Il y a de l'open source. OCS est un outil qu'on voit assez souvent. Il y a 2 catégories d'outils d'inventaire. Il y a le avec agent et sans agent. Avec agent, ça veut dire qu'il faut déployer un petit client de l'outil d'inventaire sur tous les assets. D'accord ? C'est contraignant, parce que suivant la taille de son parc,
c'est pas facile, et puis les réseaux sont cloisonnés. Il y a des firewalls, il y a des plages d'adresses, il y a etc. Ce qui fait que c'est pas toujours facile de déployer un agent, lui faire remonter de l'information. On commence à avoir de plus en plus d'outils sans agent. Donc ça c'est pas mal parce que c'est l'outil en centrale qui interroge l'asset qui lui répond en direct. Voilà. Donc ça c'est pas mal, mais j'ai assez peu de retour d'expérience là-dessus. Donc il y a des outils gratuits et open source qui marchent bien et chez des gros clients. Par contre, il faut investir pour développer l'outil et le paramétrer comme on veut. C'est un projet peut-être un peu plus lourd. Avec le côté, il y a des outils de marché que je n'ai pas cités ici, mais on a du Landesk, on a du SCCM, on a des outils comme ça qui sont de plus en plus présents. Landesk, c'est un peu historique, hein, c'est un outil qu'on connaît depuis longtemps. SCCM est de plus en plus présent dans les entreprises. C'est Microsoft. Mais un outil comme SCCM, ça va finalement que marcher pour Microsoft, justement. Ça fait que de l'inventaire. Donc ouais, ça veut dire que ça détecte, ça ne remonte que enfin, des caractéristiques du poste et des licences installées dessus, enfin des logiciels installés dessus. Ouais. Mais a priori, moi, de ce que j'avais vu, c'est que c'est un outil qui est très efficace pour tout ce qui concerne les licences Microsoft. Et finalement, dès qu'on commence à sortir un peu des sentiers battus... Après, il faut le paramétrer. Ouais, c'est ça. En natif, il fait de Microsoft. Pour le reste, il faut le paramétrer. Par exemple, il me semble que SCCM en natif ne remonte pas les clés de registre. Voilà. Sauf qu'il y a des logiciels, pour les détecter sur le parc, il faut lire les clés de registre dans l'OS Windows. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il faut paramétrer SCCM pour qu'il aille chercher certaines clés, ou qu'il lise certaines valeurs de clés. Voilà. Et encore une fois, il faut une gestion des licences pour savoir quel produit on cherche et comment on va le détecter. Et détecter un produit installé, bah, c'est pas toujours simple. Ça peut être un fichier exécutable, ça peut être un service, ça peut être une clé de registre, ça peut être... qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, c'est un peu bon, on a un peu fait le tour. Service, clé de registre, exécutable. Ouais. Bon, c'est ça dans le monde distribué. D'accord. Du coup, je dérive sur une autre question. Quand on arrive à la réconciliation, là, du coup, c'est compliqué, quoi. En fait, finalement, est-ce qu'on est obligé de mettre quelqu'un qui va s'amuser à lire tous les contrats et à éplucher tous les contrats pour vérifier qu'il y a toutes les preuves d'achat, ou est-ce qu'un outil comme Landesk ou Flexera peut automatiser toute partie du processus? Alors, on peut automatiser dans l'outil parce que un Flexera, par exemple, il va inventorier les logiciels installés, il va filtrer l'inventaire avec sa base de signature, il va remonter une liste de logiciels. En face de ça, on va lui indiquer des licences pour des produits avec des métriques. Et il sait gérer les métriques. Et ensuite, il va faire le calcul lui-même pour savoir, pour chaque logiciel installé, combien de licences ça consomme. Par contre, il faut le renseigner. C'est-à-dire qu'il faut créer des licences dans l'outil. Mais l'outil permet de le faire. D'accord. Donc on revient en fait sur l'idée de catalogue à remplir. La base de signature, c'est important. Ça, c'est géré par le fournisseur de la solution. Et l'autre aspect, c'est que le logiciel soit capable de gérer des métriques et de faire du calcul lui-même. Par contre, il faut quelqu'un au départ pour lire le contrat et lui dire bah, ok, moi j'ai acheté tant de licences de tel produit avec telle métrique. Et puis les métriques, ça change en fonction du temps. Comment est-ce qu'on fait le rapport Faut mettre à jour l'outil. C'est à nous c'est de la saisie. Donc, à un moment donné, je dis ok, j'ai acheté telle version du produit avec telle métrique. Si 2 ans après ça change, bah, je modifie. Je dis ok, cette licence-là, elle disparaît, j'en crée une autre ou je la fais évoluer en disant bah, la métrique a changé, maintenant c'est comme ça. Mais en récupération de l'existant, déjà on peut avoir déjà plusieurs métriques. Ouais. Récupération de l'existant. Récupération de l'existant, vous pouvez avoir le même produit porté sur différents contrats qui ont des échéances différentes avec des métriques différentes. Ça prend en compte ce genre de cas? Vous pouvez créer plusieurs contrats avec plusieurs licences similaires imputées sur différents contrats.
Et après, il y a un mécanisme qui permet de sélectionner au moment de l'allocation de la licence sur quel contrat il faut aller la prendre en fonction de ce qui est le plus avantageux. Et c'est pour ça que c'est enfin, des projets de gestion des licences, c'est un peu lourd, parce que c'est vraiment un sujet compliqué. Vous voulez pas écrire un bouquin? Alors, j'y travaille. Et j'y travaille, j'espère que ça aboutira bientôt. Voilà. Merci.